Ça a tout chamboulé. Je me suis dit qu'il fallait que je me pose et que je me pose vraiment la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire au moins sur l'année qui arrive? Et j'ai quelqu'un qui m'a dit une phrase, une fois que tu as accepté que tu travailles plus qu'à 50% et que tu as remodelé ton activité en fonction de ces 50%, en fonction de ce rythme, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Dans cette vidéo, je suis interviewée par Solène Pignet, créatrice du podcast Grossesse d'entrepreneuse, qui aborde et qui surtout allie deux thématiques dont on ne parle pas du tout assez sur Internet, l'aventure de la maternité quand on gère sa propre entreprise. Si tu ne me connais pas, je suis Aurore Bay et je tiens cette chaîne YouTube qui aborde tous les sujets autour de l'entrepreneuriat pour les créatifs. Je suis illustratrice et créatrice de contenu depuis 2020 et l'année dernière, j'ai ouvert un nouveau chapitre de ma vie, celui de devenir maman. Et on m'a conseillé d'écouter le podcast de Solène quand j'ai repris le travail après mon congé maternité. J'avais partagé sur mon compte Instagram que je ne comprenais pas du tout comment est-ce que les autres mamans arrivaient à tout allier dans leur vie de tous les jours. Et les épisodes de Grossesse d'entrepreneuse m'ont vraiment aidé à me rendre compte de la réalité lorsque l'on est entrepreneur et qu'on doit gérer des petits bouts de chou à côté. Solène y partage aussi énormément de conseils pour réussir à appréhender au mieux le congé maternité, soit l'arrêt de son activité, mais aussi des conseils pour la reprise de son activité par la suite. Bref, j'ai adoré ce podcast que j'ai partagé plusieurs fois à ma communauté par la suite. Ce qui a amené Solène à découvrir mon profil et à m'inviter à mon tour à son micro. Tous les liens vers le podcast et vers les réseaux sociaux de Solène sont juste en dessous dans la description. Je vous laisse avec l'interview. Bonne écoute! Bonjour Aurore, je suis ravie de t'accueillir dans Grossesse d'entrepreneuse. Merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Solène, écoute, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour moi de faire partie de tes invités sur ce podcast que j'ai beaucoup écouté en plus ces derniers temps. Génial, trop cool de pouvoir avoir une auditrice à mon micro. Comme tu le sais donc, puisque tu es une habituée du podcast, j'aime bien commencer mes interviews par parler non pas d'entrepreneuriat et de maternité, mais plutôt de ton enfance, le contexte dans lequel tu as grandi et comment tu te projetais dans une vie professionnelle et familiale et surtout, est-ce que quand tu étais plus jeune, alors pas forcément enfant, mais peut-être ado ou donc pendant tes études, est-ce que la question justement de la parentalité, ça a orienté ou pas tes choix professionnels? Alors, moi, j'ai toujours voulu être maman. Ça, c'était sûr depuis que j'étais toute petite. J'ai un petit frère dont je me suis beaucoup occupée dans le sens, pas que mes parents étaient pas là, mais dans le sens où j'aimais bien être derrière lui, être maternelle, être toujours là, regarder tous ses faits et gestes. Ma mère m'a toujours dit que j'étais sa deuxième maman. Vous avez combien d'écart? On n'a pas beaucoup, on a 3 ans. Ah oui, oui. Parce que parfois, ça c'est quand justement il y a une grande sœur qui a, je sais pas, 5 ou 8 ans de plus, oui. Effectivement, elle devient deuxième maman, mais 3 ans d'écart, effectivement, t'avais la fibre, quoi. Exactement, j'ai toujours eu la fibre avec les enfants, même quand j'étais plus petite, on me mettait, dans les mariages, les anniversaires, où t'as toujours plein de petits partout. Moi, j'étais souvent la plus grande et je passais mon temps à être avec eux. Mon stage de 3e, je l'ai fait en crèche. Vraiment, c'était quelque chose qui me plaisait, qui me plaît toujours, mais énormément. Et du coup, je me suis toujours dit que, ça c'est sûr, dans ma vie, je voulais être maman, je voulais des enfants. Après, en grandissant, en étant adolescente, je me suis bien dit qu'on n'allait pas mettre ce projet au goût du jour tout de suite, à 20 ans, 21 ans. Non, j'avais d'autres envies aussi, j'avais envie de voyager, je suis partie vivre un petit peu à l'étranger, j'ai fait mes études tranquillement et j'ai attendu d'avoir 30 ans pour pouvoir me dire que c'était le bon moment pour avoir un enfant. Entre-temps, j'ai grandi, ça je voulais quand même le préciser, avec une maman qui travaille avec des enfants aussi, mais en réanimation, à l'hôpital. Donc elle est puéricultrice en réa, donc c'est un métier qui est compliqué. Et elle rentrait le soir, où elle nous racontait ses journées, et c'était forcément que des histoires dramatiques de tout petits qui étaient en réanimation. Je vais m'étaler sur les détails. Je vous laisse imaginer quel genre de maladie on a quand on est en réa, quand c'est des tout petits ou des prématurés. Du coup, j'ai grandi avec l'idée que quand on avait un bébé, il y avait beaucoup, beaucoup de chances pour qu'il soit malade, pour qu'il n'aille pas bien, on ne sait jamais en fait. On ne peut pas savoir ce qui va arriver quand on accouche ou derrière quand ils sont tout petits, des accidents, tout ça. Et du coup, au moment où j'ai commencé à réfléchir pour avoir un bébé, ma seule idée en tête, c'était si ça se trouve, il ne va pas être bien, on va terminer en réanimation et du coup, il va falloir que je sécure mes arrières parce que si ça se trouve, ça va pas se passer bien.
Donc, je partais plutôt du principe que ça allait mal se passer. Ça, c'est vraiment la faute de ma mère qui a raconté ces histoires horribles. Donc, je suis pas trop sensible, ça va. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui marque. Ouais, on imagine voilà, automatiquement, ça a influencé la façon dont t'appréhendais les choses. T'étais pas naïve en mode, C'est ça. voilà, ça va être que génial, quoi. Ah non, bah pour le coup, j'ai vraiment fait hyper attention sur ce côté-là et je me disais, il y a potentiellement beaucoup de chances pour que ça se passe mal. Et tant mieux, tout s'est hyper bien passé, je précise quand même. Mais j'avais toujours ça en tête et du coup, j'ai rencontré... Ça t'a influencé Ouais, dans totalement. l'optique de bien te préparer, d'assurer tes arrières Exactement. et du coup, d'un point de vue professionnel, ce que tu nous disais que tu as attendu la trentaine pour te lancer dans la maternité et que entre-temps, tu avais fait tes études et j'imagine que tu as commencé à travailler. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours pro, tes études, tes débuts et puis ensuite ton lancement, pardon, en tant qu'indépendante? Oui. Alors, moi, il faut savoir du coup que je suis graphiste de base. J'ai un diplôme de directrice artistique, donc j'ai toujours beaucoup dessiné depuis toute petite et du coup, j'ai voulu me lancer dans un métier artistique assez tôt. De toute façon, je ne vois pas ce que j'aurais fait d'autre. Donc, je suis partie dans des études de graphisme au sens large, où on avait aussi l'illustration, de la photo, de la vidéo, tout ce que je fais aujourd'hui, qui me sert de toute façon pour mon métier d'aujourd'hui, qui est plutôt créatrice de contenu. Et donc j'ai fait mes études sur Paris, j'ai eu mon diplôme en 2017, donc il n'y a pas si longtemps non plus, et je me suis lancée directement en freelance. Je suis pas du tout passée par la case salariat, tout simplement parce que en fait j'ai eu mon diplôme l'année où le site Malte, si tu vois ce que c'est, la plateforme de freelance, a commencé à vraiment se développer. Et du coup, j'étais dans les premières inscrites avec les gens de ma classe. On s'était tous inscrits sur ce site-là pour se faire un petit peu d'argent de poche sur notre dernière année de graphisme. Et moi, j'ai continué à bosser avec cette plateforme qui prenait de l'ampleur. Ce qui fait que j'ai bossé pratiquement 3 ans en tant que graphiste avec uniquement cette plateforme-là, qui me rapportait des clients. Comme j'étais très bien référencée, comme j'étais sur les débuts, j'étais sur la première page. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai pu bosser 3 ans en freelance, tranquille. J'habitais sur Paris. J'allais bosser dehors, dans des coworks, chez moi. Je faisais un petit peu ma vie là-dessus. Donc, ma vie en freelance a démarré, on va dire, tranquillement, jusqu'en 2020 où j'ai switché vers un peu plus d'illustration parce qu'entre-temps, je m'étais mise sur les réseaux sociaux et ça avait bien pris pendant les confinements. Donc, j'ai pu lancer toute la partie illustration parce que j'avais de la visibilité et création de contenu. J'ai commencé à avoir pas mal de propositions dans la niche artistique pour de la création de contenu. J'ai bossé surtout pour Adobe où je faisais des interviews en ligne pour leur YouTube, des choses comme ça. C'était trop cool. Et derrière, j'ai continué à faire de la création de contenu. Toujours, ça n'a jamais arrêté. Mon activité pro, elle a un peu évolué dans le sens où j'étais plus sur du freelancing à 100%. En 2022, je suis partie faire un tour du monde avec mon conjoint. Et pendant ce tour du monde, j'ai eu beaucoup d'influence de personnes que j'ai rencontrées en Asie, notamment en Thaïlande, à Bali, tout ça, toutes les destinations, on va dire, très prisées par les entrepreneurs. Et du coup, je suis partie plus vers de l'infoprenariat. Donc, formation en ligne sur comment devenir illustratrice. Enfin, comment devenir, c'est un grand mot. Plutôt comment lancer son Instagram d'illustratrice. Et j'avais une autre petite formation sur comment trouver ses premiers clients. Donc, avec des vidéos que j'avais tournées. Enfin, vraiment, des formations en ligne comme on les connaît. Donc ça a duré 3 ans. J'ai arrêté de faire ça quand je suis rentrée de Tour du Monde en début 2024, parce que avec le recul, une fois sortie de cette bulle, je me suis pas forcément sentie à ma place et j'avais plus envie, j'avais fait le tour. Du coup, je suis sortie de l'infoprenariat pour revenir plus sur du freelancing et de la création de contenu à presque 90% du temps. Donc l'année dernière, c'était à fond création de contenu. Comme je savais
qu'on voulait un enfant à un moment. J'en ai profité pour partir à fond sur la niche voyage. Donc, j'ai beaucoup voyagé l'année dernière avec plein de partenaires. Et puis après, la grossesse. Du coup, je suis revenue sur des contenus plus chez moi, à la maison. Mais bon, mon activité n'a fait que bouger sur ces 7 dernières années. J'ai exploré pas mal de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle exploration à faire parce que tout ce que j'ai fait avant, c'est plus au goût du jour et que du coup, il va falloir que je revoie un petit peu tout ce que je veux faire pour que ça puisse s'adapter à mon nouveau quotidien. Et on y reviendra justement tout à l'heure, tu nous raconteras justement comment les choses ont bougé depuis ta grossesse, depuis la naissance, ton congé mat, etc. Mais déjà, donc tu disais voilà que tu as profité de l'avant-grossesse pour voyager à fond en te disant que ce serait peut-être moins compatible après. Comment est-ce que tu appréhendais la maternité en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'indépendante? Est-ce que tu avais l'image que tu serais quand même mieux lotie en tant que salariée ou au contraire, tu trouvais ça génial de pouvoir vivre les choses plus librement? Voilà, quel était ton mindset par rapport à ça? Je me suis beaucoup posé la question de comment ça allait se passer. En même temps, j'étais pas trop stressée parce que j'avais de quoi faire de côté. Plus, il y a mon conjoint aussi qui est là, qui peut aider, qui quand même est beaucoup à la maison. Et avec 2 salaires, c'est quand même plus simple. Donc de ce côté-là, j'avais pas trop de stress. Je savais pas trop comment ça allait se passer au niveau des aides. J'étais pas non plus au courant qu'on avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose, qu'on gagnait de l'argent, enfin qu'il y avait des aides. On cotise pour ça à l'URSSAF, mais à quelle hauteur, j'en avais absolument aucune idée. Et du coup, je savais qu'à partir du moment où on voulait lancer le projet bébé, moi, je voulais absolument faire une cagnotte, dans le sens où avoir le max de trésor pour pouvoir au moins être 6 mois tranquille en postpartum. Tout simplement parce que déjà, comme je te disais, le stress tout à l'heure de me dire s'il se passe quelque chose, que je me retrouve à devoir être en néonate tous les jours, je pourrais plus bosser, il me faut que je puisse quand même payer mes charges, ma part de loyer, ma part de courses, tout ça. Donc je voulais absolument mettre de côté. Et puis aussi pour pouvoir profiter à fond de mon bébé, tout en sachant que je voulais pas non plus prendre 6 mois, 1 an d'arrêt. J'aime beaucoup mon métier. Mais donc, je me voyais pas du tout l'arrêter pendant longtemps. Et c'est surtout que depuis qu'on est revenu de tour du monde, on n'habite plus à Paris comme on habitait avant. Maintenant, on est dans une maison à la campagne. On s'est rapproché de ma famille parce que je savais que je voulais de l'aide. Je voulais pas être éloignée de toute ma famille avec un enfant en bas âge. J'ai vu des amis le faire et je les ai vus galérer. Ça m'a pas donné envie. Donc, moi, je voulais vraiment être proche. Là, je suis à 5 minutes de chez mes parents. On peut pas faire plus proche. Voilà, on peut pas faire pratiquement. C'est pas la même ville, mais effectivement, je suis pas loin. Et du coup, je savais que j'avais un peu tout mis en place pour avoir la meilleure maternité possible, la moins stressante. Et ça a pris donc la forme de cette cagnotte des 6 mois, c'est ça. voilà, pour pouvoir tenir 6 mois financièrement sans être stressé par le côté financier. Cette cagnotte, tu l'as constituée toi-même ou est-ce que c'était quelque chose que vous avez fait en couple? Non, moi-même. Là, c'était vraiment ma trésor sur ma boîte. Mon conjoint a fait... Je sais pas s'il a fait la même chose de son côté, ou en tout cas, on n'en a pas parlé, mais lui, il a un salaire qui est beaucoup plus stable que moi. Donc, c'était pas les mêmes enjeux. Moi, c'était vraiment la peur de perdre tous mes projets d'un coup et de pas trop savoir où j'allais. Alors, ça, comme je t'ai dit dans mon parcours, je suis une girouette. Je sais pas trop, en fait, ce que je vais avoir envie de faire dans 6 mois, dans 1 an. J'ai un peu du mal à me projeter là-dessus. Et du coup, je me suis dit... déjà pour le voyage, c'est maintenant que jamais, donc je vais me bouger, je vais essayer de chercher le max de collabs qui font sens possible sur mon contenu. Je fais vraiment mon contenu de rêve et tout ce que je gagne, je mets de côté. Et comme ça, on voit, enfin je mets de côté au maximum. Et comme ça, une fois que je suis en congé mat, j'avise. Et ça me permet effectivement d'avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir à ce que je veux faire après, parce que je savais bien que le côté voyage, une fois que j'avais un bébé, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
ça allait être... ouais, enfin, là, il a 6 mois et non, on voyage pas encore. Hein. On y va Après, mollo. c'est une niche, hein. Il y a des comptes Instagram Ouais, justement, le voyage mais... avec les jeunes enfants. Mais je comprends tout à fait. Enfin voilà, c'est clair que c'est pas la même chose et il Non. faut avoir l'énergie pour quoi. Ouais, c'est Donc ça. Il faut surtout pouvoir être libre à deux et mon conjoint est salarié, donc non, oui. on peut pas partir comme ça. Ok. Et donc voilà, donc ça m'a permis effectivement de commencer ma grossesse de manière à peu près sereine. Après, cette cagnotte, je l'ai pas commencé longtemps avant de tomber enceinte non plus. C'est vraiment, j'ai bossé pendant ma grossesse pour essayer d'avoir le maximum de clients Ouais, sur ok. cette période-là, quoi. Mhm. Et du coup, quand tu tombes enceinte, comment est-ce que tu appréhendes le fait d'annoncer ta grossesse? Et d'autant plus que toi, tu as un métier où tu es très visible en tant que créatrice Ouais. de contenu. Et la visibilité justement de cette partie de ta vie perso, est-ce que ça t'a posé question? Comment est-ce que tu as appréhendé le fait d'annoncer la nouvelle à tes clients, tes partenaires, ton audience? Est-ce que tu peux nous Mm. détailler tout ça? Ça, c'était vraiment, on va dire, la question. C'est peut-être très cucu dit comme ça, mais quand on tombe enceinte et qu'on est beaucoup sur les réseaux, on se dit, bon, comment on va faire l'annonce? Et à quel moment est-ce que c'est le plus pertinent pour moi d'annoncer ça et de le partager j'exagère en disant la terre entière, mais en tout cas aux gens qui me suivent et derrière aussi aux clients, parce que comme je disais, j'ai eu plusieurs collabs. Donc au début de la grossesse, je me suis pas trop posé la question, parce que tout simplement ça se voyait pas. Et pour donner un peu de contexte, je suis tombée enceinte fin septembre, et du coup j'ai accouché Septembre fin juin. 2024, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Et j'ai accouché en juin 2025. Du coup, ça se voyait pas jusqu'en mars, jusqu'au 3e trimestre. Parce qu'on était en plein hiver, j'avais des pulls, j'avais acheté un jean en 46, que du coup, il tombait vraiment bien un bon baggy. Comme ça ne se voyait pas sur mes contenus. J'étais tranquille pour faire mes stories, mes reels, tout ça. Et du coup, c'est vraiment avec les clients du dernier trimestre que j'ai dû annoncer que j'allais être avec un gros ventre sur les contenus qu'ils allaient aussi poster sur leur propre réseau. Et du coup, obligée d'en discuter Ouais, parce qu'en avec fait, eux. t'avais des clients un peu grands comptes comme de type Ouais, Adobe dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est ça? c'est ça. Bah là, j'ai bossé l'année dernière en étant enceinte, vraiment, quand ça se voyait, j'ai bossé avec la SNCF, du coup, les voyages en train. J'ai bossé avec des marques plutôt de dessin, parce que je suis illustratrice aussi, du coup, ça, c'était moins grave. Mais on me voyait dessiner en étant assise avec un gros bidou. J'ai bossé avec Cultura, j'ai bossé avec des jolies marques. Et du coup, comme chaque contenu que je vends est aussi en cross-posting, c'est-à-dire que la marque le poste aussi sur son propre réseau social, donc là, la plupart du temps, c'est Instagram ou TikTok, il fallait qu'ils soient d'accord. Donc, au moment où j'ai vendu, j'étais un peu en mode alors, en fait, je vous explique, je suis enceinte et du coup, sur les contenus que vous allez voir, j'aurai un gros ventre. J'appréhendais un petit peu cette question, surtout sur les voyages, sur la SNCF. Je me suis dit, mais moi, ce que je mets en avant, c'est pas du tout les voyages famille. Et puis, de toute façon, je suis toute seule sur les contenus, c'est pas du tout la ligne édito. Est-ce que ça va pas être bizarre d'avoir une femme enceinte, en plus en dernier trimestre, sur tout leur contenu? Est-ce qu'ils vont pas tiquer là-dessus? Et pas du tout. Est-ce que tes contrats, tu les négocies, enfin, tu les vends combien de temps avant le tournage, avant la prod et avant la diffusion? T'étais déjà enceinte quand Est-ce qu'il y avait des choses que t'avais signées avant ta grossesse, par exemple, et que t'as dû renégocier en cours de route, ou ça se fait quand même de manière progressive? C'est assez rapide. Tout ce qui Ok, est création de contenu, c'est maximum 2-3 mois à l'avance. ok. Et il y a des choses même qu'on me demande pour le mois en cours, donc ça va assez vite. De toute façon, moi, je sais pas ce que je vais faire sur Instagram dans 6 mois, donc c'est beaucoup trop loin pour que je puisse planifier quoi que ce soit. Moi, je fonctionne plutôt au trimestre, donc je me dis, voilà, ce trimestre-là, voici les sujets que j'ai envie d'aborder, quels sont les partenaires qui feraient sens que je peux inclure dans mes contenus. Je les contacte, je leur propose un projet, et s'ils acceptent, après, on reparle du projet, on essaye de remanier l'idée en fonction de eux, ce qu'ils ont besoin aussi pour leurs réseaux sociaux, et puis on fait un truc ensemble, quoi.
Et du coup, là, moi, je le savais déjà que j'allais avoir un gros ventre à ce moment-là. Et donc, quand on a fait les visios pour pouvoir planifier, pour pouvoir discuter du projet avant de le signer, je leur ai bien sûr expliqué que j'allais avoir un gros bidou, que c'était pas ça que j'allais mettre en avant. J'allais pas arriver sur les vidéos avec non plus en mettant en avant mon bide, pas du tout, mais qu'il fallait qu'ils soient au courant, quoi. Et vraiment, tous mes clients sont des clientes. Je crois qu'à 95%, c'était des femmes. Et du coup, toutes, elles m'ont dit aucun problème. De toute façon, c'est pas le focus. Que tu sois enceinte ou pas, on s'en fiche. Du moment que ton contenu, il est bien et que tu fais que tu fais d'habitude sur les réseaux sociaux, aucun problème. Donc franchement, incroyable. Merci à toutes mes clientes d'avoir été aussi compréhensives. La plupart ont elles-mêmes des enfants et du coup, au contraire, elles Non, étaient ça l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Justement, parfois, c'est d'autant plus choquant, effectivement, quand la discrimination vient de femmes, voire de mères. Mais ça, voilà, ça existe aussi. Donc, effectivement, je comprends ton appréhension et tant mieux que tu sois tombée sur des belles personnes qu'on salue du coup au passage. C'est top. Et dans la plupart des cas, parce que tu sais, moi, j'ai un accompagnement où j'accompagne des femmes entrepreneuses avant et pendant leur grossesse. Et c'est vrai que tout le monde appréhende l'annonce aux clients. Et dans 18% des cas, ça se passe super bien. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de l'avoir en tête. Il faut se préparer pour les 2% où ça se passe pas bien. Et puis, le fait que, voilà, ça se passe aussi bien pour la plupart des gens, c'est aussi parce que, les choses ont été réfléchies en amont. Tu vois, toi, tu t'étais dit, OK, donc il faut que je les prévienne avant de signer, etc. Et donc, c'est ça aussi qui fait que c'est de la transparence, de la communication, de l'anticipation de ta part, qui fait que ça se passe le mieux possible. Même s'il y avait effectivement un petit risque qu'ils se disent oh là là mais ça va pas plaire au grand Manitou là-haut et donc potentiellement on arrête quoi, ou on suspend, ou on décale, on fait ça. C'est ça. Le truc, c'est que effectivement, c'est leurs réseaux sociaux, c'est leur image aussi de marque, et du coup, s'ils veulent pas avoir une femme enceinte pour une certaine vidéo, certaines photos qui est censé faire passer un message, mais l'image que moi je renvoie ne colle pas à ce message, ils auraient pu dire non. Et j'aurais pu le comprendre. Après, surtout sur la thématique voyage. La thématique art, j'aurais pas compris. Enfin, je suis en train de dessiner, je fais rien de dangereux, les gars. Mais ça aurait pu, effectivement, qu'ils me disent, non, ça nous met pas à l'aise parce que ça va pas avec le message et que, tant pis, on décale, on le fait une autre fois, ou on annule. Ils auraient pu, c'est aussi leur image. Et c'est de ça où j'avais un petit peu peur au départ. Et au final, de toute façon, on fait tellement de vidéos sur les réseaux sociaux que ça passe très vite. Et que, est-ce que vraiment les gens s'en sont rendus compte ou pas ? Je ne sais pas. Et l'annonce à ta propre audience, parce que donc tu fais de la création de contenu pour des marques, dont tu nous en citais certaines, mais tu développes ta propre audience, avec qui j'imagine, t'as une relation particulière, parce que tu montres un peu l'envers du décor, t'as partagé tes voyages, puis là ton nouveau chez toi à la campagne, etc. Comment tu t'y es pris, comment t'as imaginé l'annonce et ou la mise en valeur de ta grossesse pendant sur tes réseaux à toi? Alors moi j'avais très peur que justement les gens arrêtent de me suivre ou arrêtent de regarder ce que je fais parce que j'allais avoir un enfant. Du coup, je m'étais dit, non mais moi je parle que d'illustration, enfin d'art et de voyage. Je vais continuer à parler que de ça. Et effectivement, je suis enceinte, je vais avoir un bébé, mais c'est anecdotique. On le verra plus jamais. Une fois que j'ai accouché sur mes réseaux, je sais pas. Enfin, lui, il est chez nous dans la journée. J'ai pas à en parler. Et puis voilà quoi. On fera comme si de rien n'était. Et j'ai attendu super longtemps avant de l'annoncer sur mes réseaux parce que j'avais envie un peu aussi de garder ce côté-là pour moi. C'est ma vie de famille et je me disais, mais franchement, j'aurais été un homme, je pense que j'en aurais même pas parlé. J'aurais gardé ça pour moi, le fait que je sois papa, et ça aurait été bien plus facile. Et du coup, je m'étais dit, c'est quand même pas juste que nous, on doive forcément en parler, parce que ça impacte sur notre image, donc ça se voit de toute manière. Et puis, je me suis dit, au moment où je vais accoucher, je vais quand même disparaître pendant 2-3 mois. Donc même si ça tombe sur l'été,
peut-être que ça va être un petit peu chelou qu'on me voit plus d'un coup, et du coup, ce serait quand même bien de donner la raison. Donc bon, j'ai un peu tergiversé, j'ai attendu assez longtemps, et juste avant de l'annoncer sur Insta, c'était au moment de mon anniversaire, donc fin mars, et je suis tombée malade comme pas possible. J'ai eu la grippe pendant 10 jours, donc j'ai eu 10 jours dans le canapé à réfléchir. À me dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le dis pas ? Est-ce que j'en parle ? Et puis je me suis dit, eh ben tu sais quoi, parle-en, et puis on verra bien ce qui se passe. Du coup, je l'ai annoncé fin mars, donc j'étais déjà au début du 3e trimestre. Et oui, les gens étaient trop mignons, j'ai eu tellement de messages en disant que c'était super, que c'est... Enfin, félicitations, quoi, c'est normal. Mais après, j'en ai pas fait un sujet sur les réseaux sociaux. Effectivement, j'ai des marques qui ont commencé à me contacter. Dès que tu mets de toute façon un truc grossesse, un reel où on voit que t'as un ventre, t'as toutes les marques qui commencent à te dire « Ah bah tiens, vous voulez pas des vêtements de grossesse, vous voulez pas une poussette, vous voulez pas machin, vous voulez pas truc ?» Du coup, j'en ai accepté quelques-uns, et il y en a d'autres où j'ai dit non. Mais au début, sur ces marques-là, justement, elles m'envoyaient des messages, elles disaient « Mais vous voulez absolument que je fasse du contenu avec le produit que vous m'offrez, parce que moi, je comptais pas parler forcément de maternité sur mon compte. » Et il y en a plein qui m'ont dit non, on vous l'offre. Après, si vous voulez le mettre en story, vous le mettez, mais aucune obligation. Oh bon, bah, d'accord, alors ça me va. Et je me suis dit, on verra bien un peu comment je l'intègre. Et du coup, j'en ai pris quelques-uns que j'ai essayé d'intégrer au mieux à mon contenu en tant que aussi illustratrice. Notamment des vêtements de grossesse, où du coup j'ai fait des looks illustrés avec les vêtements de grossesse pour mettre aussi en avant la marque et pour la remercier. Et du coup j'ai réussi un peu à allier tous ces univers sans non plus que ce soit lourd. Et ça jusqu'à mon accouchement, sans problème. Et cet été, j'ai fait une vraie pause des réseaux sociaux, du coup justifiée, où les gens savaient que j'étais en congé maternité, jusqu'à fin septembre, où j'ai repris. Où là, ça a été pareil, une question de maintenant je fais quoi, parce que j'ai envie d'en parler tout le temps, mais en même temps j'ai pas envie de saouler les gens, et du coup j'essaye. Là, ça fait 3 mois que je réfléchis vraiment à la question, et je pense que j'ai trouvé un angle qui est pas trop mal sur mon contenu, quoi. Ouais, tu nous en reparleras quand on parlera de ta reprise. Je voulais aussi te demander comment s'est déroulée ta grossesse, enfin comment t'as vécu ta grossesse aux différents trimestres. Est-ce que t'as eu des moments, donc tu nous parlais de la grippe là. C'est horrible quand on est malade, quand on est enceinte, parce qu'on est genre triplement malade, et qu'en plus on n'a pas le droit de prendre des médicaments. Enfin, en tout cas, il y a plein de médicaments auxquels on n'a pas accès. Et donc c'est un peu la triple peine. Mais au-delà de cet épisode de pathologie, est-ce que comment s'est déroulée ta grossesse, comment tu l'as vécue, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, ou au contraire est-ce que tu as senti le glow et l'énergie que certaines femmes ressentent à certains moments? Écoute, je savais pas trop à quoi m'attendre, et j'ai pas été malade du tout. J'ai eu une grossesse hyper calme, et tant mieux, parce que comme j'avais des voyages de prévus, heureusement que j'ai pas été malade au premier trimestre. Et du coup, je suis tombée enceinte fin septembre. Bon, après, j'étais aussi enceinte sur l'été. J'ai fait une première fausse couche, mais ce qui m'a pas trop affectée, parce que j'ai appris que j'étais enceinte et j'ai fait la fausse couche 3 jours après. Donc, j'étais surprise. J'ai été J'étais aux urgences, et la dame, elle m'a dit « non, tant que vous n'avez pas fait 3 fausses couches, vous inquiétez pas, il y a rien de grave, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Et du coup, je me suis dit « Ah bon, d'accord, très bien. » Donc, et 2 semaines après, j'étais enceinte à nouveau, donc ça m'a pas affecté plus que ça. Et ensuite, sur le premier trimestre, j'ai dû avoir la nausée peut-être 2 fois. Un matin, mais une fois que j'ai pris un petit déj, c'est passé. Donc vraiment hyper chanceuse de ce côté-là. Je me suis dit que j'étais super chanceuse au moment où j'ai fait un voyage en allant en train à Stockholm, en train couchette de nuit. J'étais enceinte de 3 semaines. 3 semaines après avoir su que j'étais enceinte. Donc je devais être à 1 mois, quelque chose comme ça. Vraiment la période normalement où on a bien la nausée, on est bien malade. J'ai passé la nuit dans une couchette à 2 mètres du sol, dans un train. Et là, je me suis dit, heureusement que je suis pas malade. Ça aurait été horrible. Et non, du coup, aucun souci. J'ai pu continuer à travailler totalement normalement, à bouger totalement normalement. Et
Et du coup, à part effectivement cette grippe fin mars, donc début du 3e trimestre, tout le reste, j'étais angoissée comme tout le monde à chaque rendez-vous gynéco en mode est-ce que tout va bien? Est-ce qu'elle va me dire que ça va? Aucun problème. Bah, surtout après une fausse couche avant ta grossesse, Oui. voilà, l'inquiétude au moment des échographies, enfin, ou des contrôles, Ouais, c'est normal. elle reste quand même en arrière-fond, même si tu l'as, comme tu dis, plutôt bien vécu et que t'as pas été traumatisé par cette fausse couche. Forcément, il reste une petite appréhension. Bah, tant mieux en tout cas que ce soit hyper bien déroulé pour toi. Et comment est-ce que tu as planifié ton congé maternité? Tu t'es arrêté combien de temps avant la date prévue d'accouchement? Enfin, comment les choses se sont un peu goupillées d'un point de vue timing? Tu disais, de toute façon, ton accouchement était prévu juste avant l'été, enfin au début de l'été, donc voilà, ça correspondait à cette période-là. Mais voilà, comment t'as décidé en fait de combien de temps t'allais t'arrêter, toi qui aimes pas trop prévoir à l'avance, qui sais pas de quoi elle aura envie dans 6 mois, comment est-ce que t'as quand même pris des décisions ou pas? Est-ce que tu t'es laissé aller avec le flow? Et aussi, comment est-ce que tu as financé cette pause? Au-delà de ta cagnotte, est-ce que tu as fait les démarches pour avoir des indemnités? Voilà, comment ça s'est passé pour toi? Au début de ma grossesse, forcément, je me suis renseignée sur tout ce qui était possible d'avoir au niveau des aides en étant auto-entrepreneur. Donc, j'ai regardé et j'ai fait le calcul. Et en faisant le calcul, je me suis dit qu'effectivement, c'était plutôt intéressant. Enfin, franchement, on n'est pas lésé, je trouve, en étant sous ce statut-là. Donc, je me suis dit, autant prendre le maximum, donc 16 semaines, et puis comme ça, j'aurai le maximum d'indemnité. Et de toute façon, même si j'ai pas totalement terminé de bosser au début de mon congé mat, si je déborde de 3-4 jours, c'est pas très grave, et au moins j'ai les indemnités. De toute façon, j'avais bien vu que les paiements, c'était pas grave de les recevoir pendant son congé maternité, c'était bien les factures. Donc ça, c'était aussi un point que j'avais abordé avec mes clients en disant il faut absolument que je vous envoie la facture avant la date de début de congé maternité, qui était à peu près mi-mai. Donc je leur avais dit, même si on est encore sur un dernier aller-retour d'un reel où il faut encore faire une modif ou quoi que ce soit, il faut juste que je vous envoie la facture avant. Et effectivement, la semaine, si je déborde un tout petit peu sur le début du congé mat pour terminer 2-3 modifs et planifier un reel sur Instagram, c'est pas très grave. Donc ça, pareil, tout le monde m'avait dit aucun problème pour envoyer ta facture, fais-le, et puis nous on te paye derrière. J'avais précisé aussi que c'était pas grave si le paiement arrivait en juin, en juillet, en août, pendant mon congé mat. Donc là-dessus, j'ai fait toutes les démarches pour avoir les 16 semaines dont on a le droit sous mon statut. Et j'ai demandé à ma communauté des conseils parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à faire les démarches sur le site Amélie, oui c'est ça, c'est sur Amélie, y a une petite rubrique sur le site qui te dit en combien de temps ton dossier va être étudié pour pouvoir recevoir tes indemnités. Et quand j'ai vu qu'il y avait 6 mois, dans ma tête, j'ai fait mais attendez, si je fais mon dossier... Parce que comme tu envoies ton papier au 7e mois de grossesse et qu'il y avait 6 mois de délai, je me suis dit, alors là, j'ai pas d'aide qui arrive avant 2026. Attendez, comment ça se fait? Ok, j'ai mis de l'argent de côté, mais les indemnités, elles sont là pour nous aider sur le moment T, non? Je me suis dit, c'est très bizarre. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai mis un message sur Instagram, en story, et j'ai reçu, je sais pas, peut-être 200-300 messages de personnes qui m'ont partagé aussi leur expérience là-dessus. Il y en a qui ont attendu... Le plus que j'ai vu sur les retours d'expérience, c'est 2 ans avant de recevoir les indemnités. Ce que je trouve gigantesque. Trop bizarre de faire ça. Enfin, les indemnités, on en a besoin sur le coup. Et j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes qui avaient réussi à avoir leurs indemnités pendant leur congé maternité, avec un tuto, une façon de faire, un tuto à suivre, vraiment de la part de ma commu, qui m'a beaucoup aidée, que du coup j'ai suivi, et que du coup j'ai eu mes indemnités dès le début du congé maternité. Donc
Merci à la commu. Donc, juste pour pouvoir le partager rapido, c'est de pas les lâcher, quoi. Une fois qu'on a envoyé les papiers, de faire des relances, d'abord sur le chatbot sur le site Amélie. Donc, ça leur envoie des mails avec une trace. Puis après, de prendre un rendez-vous avec un conseiller, par téléphone, et puis de demander au conseiller de dire, en fait, j'ai besoin de ces ressources pendant mon congé mat, pas après. Est-ce que vous pouvez mettre mon dossier sur le dessus de la pile ? Et que, du coup, si la personne est compréhensive, il le fasse et que, du coup, ça débloque tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait et c'était bon, quoi. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de chance là-dessus. J'ai pu avoir toutes les indemnités en temps et en heure pendant mon congé mat. Et donc, la cagnotte que j'avais fait de côté, effectivement, c'est resté sur ma trésor pendant tout le temps du congé maternité. J'ai beaucoup de paiements qui sont arrivés pendant le congé mat. Donc, ça a fait que s'accumuler sur ma trésorerie, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai repris. Parce que comme je te disais, je ne savais pas trop ce que j'allais faire en rentrant de mon congé maternité. Donc c'est à ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, où je pique dans ma trésorerie avec des paiements qui sont arrivés jusqu'à décembre. J'ai des paiements qui étaient vraiment en retard et qui sont arrivés en novembre-décembre 2025, alors quand même que j'ai commencé mon congé mat en mai 2025. Donc ça a vraiment étalé tout. Et ça, c'est assez fréquent. Enfin, ça dépend un peu des modèles économiques de chacune et du mode de fonctionnement avec les clients. Mais en fait, il y a plutôt un trou, justement, comme tu dis, à la reprise, voire en décalage de la reprise, parce que les paiements de toutes les prestations qu'on a pu faire avant le congé maternité commencent à s'étioler, etc. On arrive à la fin de nos indemnités et on n'a pas forcément repris encore à fond les ballons. Et donc c'est souvent ce moment-là en fait où il peut y avoir un trou dans la trésorerie et où c'est là que c'est très confortable d'avoir cette cagnotte que tu avais mise en place. Comment vous vous êtes organisé avec ton conjoint par rapport à ce congé maternité et puis aussi paternité pour accueillir votre bébé? Est-ce que lui, donc tu nous disais qu'il était salarié, est-ce qu'il a pris son congé paternité en entier ou pas? Comment t'as vécu la période de congé maternité et l'articulation avec le papa? Alors, il est salarié, mais depuis 2 mois seulement. Donc, il n'était pas salarié au moment où j'ai accouché, il était encore en indépendant. Mais il est passé indep à salarié dans la même boîte, en fait. Il s'est fait internaliser, tout simplement. Donc, au moment où j'ai accouché, il était en télétravail. Il n'a pas pris de congé, il a pris juste une semaine, semaine de l'accouchement. De toute façon, on était à la mater. Donc ça, il était avec moi. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a plutôt demandé un télétravail pour être tout le mois de juillet avec moi à la maison, mais tout en bossant la journée. Parce que effectivement, c'était pas intéressant pour lui de prendre un congé. Lui, il était, puisque maintenant il est passé salarié, il était en société. Et du coup, le congé paternité, quand tu es chef d'entreprise et que tu n'es pas assimilé salarié, il n'y en a pas. Quand tu te payes en dividende. Ah oui, ok, il se paye en dividende. Ok, oui. Voilà. Après, il était à la maison, donc moi, ça m'a quand même aidé. Puis, postpartum, j'avoue que le premier mois, c'était pas compliqué. Il fait que dormir, le bébé, donc je me suis pas ennuyée, il faut pas abuser non plus. Mais voilà, c'est pas le mois le plus compliqué dans le sens s'occuper d'un tout petit. Il dort, il mange, et puis voilà, quoi. Donc, c'était plutôt tranquille à la maison. Il a bien fait, je pense, de continuer à travailler sur cette période-là, et tout en étant à côté de moi, quoi. S'il y avait vraiment besoin, il pouvait prendre le relais. Et après, il est passé salarié il y a 2 mois, et du coup, il a pris son congé paternité, parce qu'on peut demander son congé paternité même une fois que le bébé est né, dans les 6 mois après la naissance, si on passe salarié. Donc, il l'a pris là pendant les fêtes de Noël. Donc, ça lui a permis d'avoir... alors, je sais plus de 20 jours, un truc comme ça, sur le congé paternité. J'ai pas le nombre de jours en tête, mais ça lui a permis d'avoir des vacances de Noël à passer avec nous. Ou alors que, normalement, quand tu commences en tant que salarié, t'as pas forcément encore beaucoup de congés d'accumuler pour pouvoir en prendre autant.
Donc, sa boîte, qui le connaissait du coup déjà, puisqu'il était en indep chez eux avant, ils ont été adorables là-dessus et ils lui ont dit aucun problème. Donc, il a pu prendre un congé pads. Donc ça, c'est trop cool. Et comment t'as vécu, toi, ton postpartum? Tu nous disais que ton bébé était plutôt facile à vivre, notamment le premier mois. Ça s'est hyper bien passé côté bébé. Et toi, côté suite de couche et postpartum immédiat, donc avant, on parlera tout à l'heure de la reprise du travail et de comment tout ça s'est articulé. Mais jusqu'à la reprise du travail, comment est-ce que t'as vécu les choses? Bah, plutôt bien. Bah, en tout cas, là maintenant, avec le recul, 6 mois après, franchement, j'ai pas galéré. J'étais plutôt bien entourée. Comme je disais, bah, c'était aussi l'avantage d'être proche de ma famille, de mes parents. Il y a mon frère qui était aussi tout l'été dans le coin et du coup qui venait pratiquement tous les jours à la maison. Il y avait toujours quelqu'un pour garder bébé 1 heure ou 2 l'après-midi, le temps que je fasse une sieste. Du coup, comme il dormait bien, il mangeait correctement, il grandissait bien, il n'a pas du tout été malade dans les 6 premiers mois. Donc, moi, je le gardais. Quand il dormait, je rangeais un peu la maison, puis on allait se balader. L'avantage d'un postpartum en été, c'est qu'on prend la poussette, on va se balader, on prend un petit peu l'air, ça c'est cool. Et j'ai pas l'impression de l'avoir mal vécu. J'ai pas eu de séquelles, moi, au niveau santé, du tout. Bah tant mieux, ça contraste avec l'appréhension que t'avais eue de oh, si ça se trouve ça peut hyper mal se passer, on peut être hospitalisé, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, enfin ouais, donc c'est super que ça se soit. J'ai pas gardé ça en tête en mode comme si c'était une anxiété permanente de me retrouver en néonate ou de me retrouver avec une maladie ou quoi que ce soit. J'ai pris tout au jour le jour et ouais, ça s'est très bien déroulé. J'ai pas eu de séquelles ni rien. J'ai pas l'impression d'avoir fait un postpartum où je me suis remise en question, où j'ai été mal mentalement. Pas du tout. Comme j'étais plutôt bien entourée, ça m'a permis de parler de plein d'autres choses. Mon frère, qui venait beaucoup à la maison et qui a à peu près le même métier que moi, me parlait de son activité, donc ça m'a permis de même garder la tête dans le bain des réseaux sociaux, de YouTube, d'Instagram, de la création de contenu, donc trop chouette. Et ce qui a fait qu'en arrivant à la fin de mon postpartum, j'avais même hâte de recommencer à bosser parce que j'avais la tête dedans et j'ai pas eu une coupure complète. Et de toute façon, je crois que j'aurais pas voulu m'isoler complètement et avoir une coupure. Ça, c'est un truc que je savais même de ma grossesse parce que j'avais vu d'autres femmes enceintes qui avaient déjà des enfants et qui avaient dit que le plus beau truc qu'elles avaient fait sur leur première grossesse, c'était de s'isoler complètement pendant les 3 premiers mois, de ne voir personne et d'être en harmonie complète avec leur bébé à la maison, allongé dans le canapé et ne rien faire. Et ça m'avait stressée. Moi, je m'étais dit, mais je veux pas ça va. Je veux pas rester enfermée chez moi avec mon bébé. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Et tant mieux, parce que moi, j'ai besoin de voir du monde. Et j'ai besoin d'être quand même en activité. Et mon bébé qui va bien m'a permis de le faire. Et du coup, ça s'est plutôt très bien passé. Et est-ce que t'as fait une préparation particulière ou est-ce que t'as mis en place des choses pour que ça se passe aussi bien ou pas? En préparation, j'avais fait... Alors, je savais pas qu'il fallait faire une préparation à l'accouchement juste avant d'accoucher. C'est une sage-femme qui m'a sorti ça comme ça, donc j'ai pas fait ça. Mais j'avais fait 1 ou 2 cours de yoga post-natal une fois pendant le 2e et une fois pendant le 3e trimestre. Et c'était à ce moment-là où j'ai été dans un cours de yoga post-natal à 4 mois de grossesse où c'était que des femmes enceintes. En même temps, j'y suis allée un mardi à 14h. À quoi je m'attendais? C'était que des femmes enceintes qui étaient dans les dernières semaines avant d'accoucher. Et pendant ce cours de yoga, les femmes parlaient. On était genre 7 dans la salle et elles racontaient toutes comment ça allait en ce moment, qu'est-ce qu'elles appréhendaient. C'était vraiment yoga en blablatant. Et j'étais pas prête du tout à ce qu'elles me disent toutes que ça allait pas pendant leur dernière semaine et comment est-ce qu'elles appréhendaient le postpartum. Comme je te disais, il y en a une qui a dit moi pendant ma première grossesse, je me suis allongée avec mon bébé, j'ai hiberné pendant 2 mois, j'ai rien fait, c'était génial. Et du coup, moi, ça m'a fait prendre un peu de recul en mode mais j'ai pas envie de ça, pas du tout. Du coup, de me demander de quoi j'avais envie, comment je voulais vivre mon postpartum. Ça m'a fait tellement stresser ce cours-là. T'imagines même pas, je suis rentrée chez moi le soir, j'ai fait une crise de panique.
Tellement toutes, ça allait pas, alors qu'elles étaient à ça d'accoucher. Et chose qui ne m'est pas du tout arrivée par la suite. Et du coup, j'avais juste pris quelques cours de sophrologie avant d'accoucher, ce qui m'a permis d'un peu de mettre mes émotions aussi sur la table et de me dire, bah voilà, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce que j'appréhende, comment est-ce que je peux faire au mieux pour visualiser mon accouchement, mon postpartum, pour savoir de quoi j'avais envie, donc vraiment de me poser la question. Et j'ai bien fait de faire ça parce que ça m'a fait sortir pas mal de choses, émotionnellement parlant, pour qu'après, le postpartum, ça puisse se passer de la meilleure des manières. Donc, Et t'as eu un accouchement, je pose la question, peut-être que on coupera au montage si ça a pas de rapport, mais t'as eu un accouchement physio ou un accouchement à la française classique, épidural à l'hôpital? oui, à l'hôpital, épidural, enfin vraiment, comme tu dis, la classique. Ok, ok, non, bah écoute, en tout cas, tu sais, tu disais que tu avais beaucoup appréhendé en entendant toutes ces femmes qui vivaient les choses peut-être moins bien que toi, ou en tout cas voilà, qui parlaient ouvertement des difficultés qu'elles traversaient. Et je trouve ça top aussi qu'on puisse avoir des témoignages comme le tien où tout se passe bien, et ça peut aussi très bien se passer. Parce que la raison pour laquelle je te demandais, est-ce que tu avais préparé, qu'est-ce que tu as mis en place en amont pour que ça se passe aussi bien, c'est que, en tout cas, de mon expérience, ma petite lucarne, c'est parfois justement quand on prépare un accouchement physiologique, on met en place le mois d'or, il y a plein de trucs en fait à mettre en place pour que ça se passe le mieux possible. Mais ça peut aussi très bien se passer, comme dans ton cas où on met pas en place de choses particulières voilà, l'accouchement se déroule de manière classique pour l'hôpital en France, mais on peut bien le vivre comme tel, et le postpartum peut bien se passer aussi, même sans avoir mis en place tout un protocole particulier, mais voilà, en tout cas c'est chouette d'avoir cette diversité de vécu. Je pense que ça m'a aidé aussi de me mettre complètement des œillères. Je ne voulais pas parler de l'accouchement jusqu'à 2-3 semaines avant. Vraiment, c'était d'aller écouter par exemple des podcasts type Bliss, où il y a des histoires invraisemblables. Je pense que j'avais eu ma dose avec ma maman qui me racontait des histoires déjà pas ouf durant toute mon enfance. Ça, c'était hors de question. Je voulais absolument pas entendre parler de retour d'expérience, surtout mauvais, avant d'accoucher. J'ai pas fait de préparation à l'accouchement, mais ça c'est vraiment parce que je savais pas. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur l'accouchement au 9e mois de grossesse en me disant, bon alors, comment est-ce que c'est censé se passer quand même? Mais je voulais absolument pas en entendre parler. Le postpartum, ça m'intéressait pas non plus. L'allaitement, ça m'intéressait pas. Je préférais rester dans mon boulot, rester concentrée sur tous mes projets. En début de congé mat, j'ai fait mes trucs. J'avais des photos à trier, du dessin encore à terminer, des trucs comme ça. Et c'est vraiment au 9e mois où je me suis dit, bon, ok, on va peut-être se renseigner un petit peu, regarder un peu comment ça se passe un accouchement. Après, ils sont censés être compétents, moi je me laisse porter aussi. Je vais à la mater quand je commence à sentir qu'il y a besoin, et puis après, on se laisse porter et tout ira bien. Et comme j'avais pas d'attente, bah... Heureusement, tout s'est bien passé, j'ai pas été surprise dans le mauvais sens du terme, mais en même temps, tout va bien quoi. Ouais, c'est ça, c'est que tu as eu de la chance aussi d'être hyper bien tombée apparemment, hein, sur l'équipe médicale qui t'a suivi, parce que moi je me suis laissée porter pour mon premier accouchement et ça s'est hyper mal passé. Donc et j'ai regretté, du coup mon deuxième accouchement, je l'ai hyper préparé pour qu'il soit à 100% physio et pas du tout dépendre de l'équipe médicale. Mais je pense que voilà, ça dépend beaucoup de là où on tombe. Et moi j'ai eu des violences obstétricales, donc quel que soit mon mindset, quand tu subis des violences, tu subis des violences. Mais que t'aies un super mindset avant ou pas, c'est pas ça qui fait que. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, c'est aussi la chance que tu as eu de bien tomber, et heureusement il y a des super équipes médicales
un peu partout et il faut pouvoir tomber dessus. En tout cas, merci pour conclure sur cette petite partie-là de nous avoir partagé un récit positif et même sans mettre en place des choses particulières ou sans être trop pris la tête dessus. Parce que parfois, en fait, je pense qu'il y a des femmes qui sont, que ça va rassurer de beaucoup se renseigner, et d'autres qui, comme toi, ont besoin d'être dans leur bulle et veulent pas trop en savoir. Et parfois, il y a de la culpabilité, tu sais, ou le FOMO, la fear of missing out, de se dire, mais attends, moi, je lis pas 150 000 livres, j'écoute pas tous les podcasts et tout, est-ce que je fais bien? Et je pense que c'est hyper important de pouvoir s'écouter, de se connaître et de s'écouter. Si on sent qu'on a besoin de beaucoup d'informations pour être en sécurité et se sentir sereine, et go for it. Et si au contraire, comme toi, on sent qu'on a plutôt besoin d'être dans sa bulle et qu'on veut pas avoir trop d'informations, c'est très bien aussi, quoi. C'est le plus important, c'est de pouvoir faire les choses à sa manière. Exactement. La question que j'avais aussi avant qu'on parle de ta reprise, et puis ça va nous faire la transition. Est-ce que tu avais peur, parce que tu nous disais donc que t'as coupé du travail pendant ton congé maternité, même si ça s'est fait un peu de manière progressive au début du congé mat. Est-ce que tu avais peur de disparaître des réseaux sociaux et peur de l'algorithme qui allait du coup être complètement parasité par cette pause? Je te pose la question parce que ton métier est très lié à la visibilité sur les réseaux sociaux, mais même moi j'ai des clientes qui utilisent les réseaux sociaux dans leur communication sans que ce soit leur métier, mais qui appréhendent en fait ce fameux algorithme. Est-ce que toi comment est-ce que tu as appréhendé la chose? Je mentirais si je disais non, je l'avais pas appréhendé et que j'avais pas peur, hein. Franchement, bien sûr que je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je fasse quand même quelques stories pendant mon congé mat, pendant l'été, juste histoire que les gens ne m'oublient pas complètement. Après, la chance que j'ai, c'est que je suis assez avancée au niveau nombre d'abonnés, communauté sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, et que je sais comment relancer, quels sont les sujets qui vont faire en sorte que les gens vont commenter, vont faire en sorte de remettre de l'engagement et de montrer le bon exemple à l'algorithme. Donc j'étais pas trop stressée non plus. J'ai fait effectivement quelques stories pendant l'été, la première où après avoir accouché plusieurs jours après, pour pas avoir la date exacte, où on voit juste les pieds de mon bébé en disant j'étais occupée, désolée, des trucs comme ça, tu vois, rigolo pour que les gens ils puissent répondre en story. J'ai commencé à remettre un peu plus régulièrement des stories juste avant de reprendre, mais le premier post que j'ai fait de reprise après 3 mois d'arrêt total sur les réseaux sociaux, j'ai fait 100 000 vues, donc bon, je suis pas à plaindre non plus là-dessus. Je sais quels sont les sujets qui font, j'allais dire cliquer, non tu cliques pas, mais qui font liker où les gens vont parler. Donc là, c'était facile de parler du postpartum en tant que créative, de sans mettre des photos, je veux pas du tout mettre la tête de mon bébé, mais de mettre juste des photos qui suggèrent un nourrisson, tout ça, et du coup forcément, ayant une communauté à 90% de femmes, c'est assez facile comme sujet, et du coup ça me faisait pas trop stresser, et les clients, j'avais déjà des projets qui étaient au chaud, où ils m'avaient on n'avait pas signé, mais où il m'avait déjà dit en début d'année, chaud pour en faire un autre à l'automne. Donc j'avais juste à les réactiver là-dessus. Mais bon, après, quand on fait des projets sur les réseaux sociaux, il faut être actif sur les réseaux sociaux pour pouvoir démarcher des nouveaux clients. Donc ça a plutôt été ça, la reprise, de dire je réactive mes réseaux sociaux. Surtout, j'ai pas réactivé YouTube encore, mais Instagram, si, pour réussir à démarcher des nouvelles marques, à être visible, quoi. Donc, effectivement, petite appréhension, mais après, c'est reparti absolument comme avant. J'avais déjà fait des pauses sur les réseaux sociaux à d'autres moments, pauses où j'ai beaucoup, beaucoup moins publié pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et j'ai toujours vu que ça pouvait très bien repartir, donc j'étais pas non plus trop stressée là-dessus. En fait,
l'algo est quand même sympa avec nous dans le sens où si on n'a pas publié depuis longtemps, le premier post qu'on fait, il va le pousser. Il va le pousser pour que justement les gens viennent regarder. Lui, son but, c'est que les gens regardent le maximum de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne le pousse pas. C'est juste que si c'est un mauvais post ou mauvaise vidéo et que les gens ne cliquent pas, forcément, ça va faire stop très vite. Mais si on va tout de suite sur un sujet qu'on sait qui marche, ça devrait le faire, sans problème. Faut juste aller sur les valeurs sûres quand on recommence, quoi. C'est un super conseil et d'ailleurs c'est pas valable uniquement après une pause. En fait, il y a l'algorithme, oui, c'est une des pièces de puzzle de la visibilité sur les réseaux, mais c'est surtout la qualité du contenu, l'interaction avec l'audience et la pertinence de ce qu'on y raconte. Donc ces pièces-là, elles restent toujours pertinentes même après une pause. D'ailleurs, à la fin de notre interview, je te proposerai une question bonus pour nous partager des conseils en tant que créatrice de contenu. Donc restez bien pour la suite, pour celles que ça intéresse. Comment s'est passée ta reprise et les premiers mois après la fin de ton congé maternité? Est-ce que tu as pu retrouver ton rythme d'avant ou pas? Est-ce que les choses, ta perspective a changé par rapport à la façon dont tu exerçais ton métier? Est-ce que tu as eu des nouvelles envies? Est-ce que tu as mis en place de nouvelles choses? Alors, là, on va bien nuancer parce qu'effectivement, j'ai toujours dit là, depuis le début, l'avant-grossesse et le postpartum, tout s'est hyper bien passé. J'étais tranquille, j'étais pas anxieuse. La reprise du boulot, ça a été autre chose. Dans le sens où j'étais dans ma tête, j'allais reprendre le boulot comme avant. Nickel. En tout cas, avec les horaires où j'allais mettre mon bébé chez la nounou. Que moi, j'allais bosser absolument de la même manière toute la journée et que le soir, j'allais le récupérer et puis que de toute façon, ce serait exactement pareil qu'avant. Pas du tout. Ça, forcément, ça a été la désillusion très rapidement parce que effectivement, j'étais fatiguée, parce que effectivement, un bébé, même le premier mois, ce que je te disais, c'était plus facile, mais plus il avance dans l'âge, plus c'est compliqué et ça demande d'énergie. Donc moi, maintenant, les lundis matins, j'ai juste envie de me poser, de faire une sieste et de me dire qu'est-ce qui s'est passé là ce week-end. On m'a roulé dessus. Mais ouais, le rythme n'a pas du tout été le même. Et ça a été vraiment une claque. Surtout comme j'ai dit, il n'a pas été malade sur les premiers mois, mais chez la nounou, il y a d'autres petits qui, eux, sont tombés malades. Et du coup, moi, j'avais pas envie qu'ils tombent malades, donc je l'ai pas mis chez la nounou à certains moments. Et forcément, dès que je l'ai avec moi à la maison, je me suis dit, mais alors là, pour bosser, c'est impossible. Donc, je me suis posée et je me suis dit, mais comment je vais faire si à un moment il tombe malade ou si il est comme ça à la maison, par exemple une fois toutes les 2 semaines, comment je vais faire pour retrouver un rythme que j'avais avant, ou en plus avant ma grossesse, je bossais jusqu'à 19h. Donc le temps que mon conjoint rentre du boulot, tout ça, donc tranquille, j'avais le temps, je bossais à des horaires un peu chelous comme ça, et là c'est plus possible du tout. Et du coup ça m'a fait vraiment stressée au début. J'avoue que le premier mois, j'arrivais pas du tout à me remettre dans le taf. Je savais pas déjà ce que je voulais créer comme contenu, parce que comme je disais avant, je voulais absolument pas parler de maternité, mais maintenant que c'était tellement présent que c'est hyper dur en fait de pas l'intégrer. Et du coup, je me tergiversais dans tous les sens, dans mode mais quel sujet je peux aborder, que j'ai envie aussi d'aborder. Et en même temps, comment est-ce que je vais faire pour retrouver un rythme? Avant, j'allais sur Paris 2 fois par semaine. Maintenant, je peux plus. Parce que la nounou, elle termine hyper tôt et que du coup, je suis quand même à 1 heure de Paris. Donc, le temps de rentrer, ça veut dire qu'il faut que je reparte de Paris à 15h. Je dis, mais en fait, si j'y vais de 10h à 15h, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et avant, j'y allais pour créer du contenu. Maintenant, du coup, il faut que je retrouve totalement des sujets différents dont j'ai pas besoin d'aller sur Paris pour pouvoir les aborder. Bref, ça a tout chamboulé. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que j'ai fait. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup pivoté sur ces dernières années en tant que freelance, et qu'il fallait que je me pose et que je me pose vraiment la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire au moins sur l'année qui arrive pour pouvoir adapter mon activité à mon nouveau rythme et surtout aux horaires que j'ai maintenant, où je bosse en réalité 3 jours par semaine.
Parce que là, il a pas nounou le mercredi, il a pas nounou le vendredi après-midi, donc le vendredi matin, c'est du bonus pour rattraper sur les autres choses que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. Donc j'ai lundi, mardi, jeudi. J'ai 3 jours pour faire tout ce dont où vraiment je peux être concentrée pour réussir à faire tout ce que je voudrais faire dans la semaine. Et ça, c'est s'il va bien et qu'il va chez la nounou toute la semaine. Quand je me suis rendu compte de ça, chose que je n'avais pas du tout anticipée, je me suis dit, mais comment ils font les autres? Franchement, c'est quand t'es salarié, déjà, ça doit être autre chose. Bon, je connais pas, donc j'ai mis de côté cette question-là. Je vais pas non plus aller me torturer la tête avec comment font les autres de ce côté-là. Mais chez les entrepreneuses, bah, j'ai beaucoup posé la question sur Instagram pour me rendre compte qu'en fait, c'était la même chose chez tout le monde. On était toutes avec la même galère de reprise d'un rythme. Et je pense que ce qui m'a beaucoup fait réfléchir et un peu aidé, en ayant discuté comme ça pas mal avec mes abonnés, c'est d'avoir des mamans qui m'ont dit, de toute manière, ton rythme d'avant ne reviendra pas. Que pour l'instant, effectivement, tu as des semaines très light, mais que ces semaines-là, ils vont rester au moins pendant 3 ans, le temps qu'il aille à l'école, et qu'une fois qu'il sera à l'école, de toute façon, il y a les vacances scolaires qui se rajoutent, donc ton rythme devra être encore plus light si tu le fais pas garder pendant les vacances scolaires. Donc, revois tout dès maintenant. Déstresse-toi et refais des piliers nouveaux à ton activité pour qu'elle s'adapte à ton nouveau quotidien. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit une phrase que j'ai pris en capture d'écran et que je me suis vraiment mis devant les yeux beaucoup. Une fois que tu as accepté que tu ne travailles plus qu'à 50% et que tu as remodelé ton activité en fonction de ces 50%, en fonction de ce rythme, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris les bases et je me suis dit, ok, bah, mon rythme maintenant, c'est 3 jours par semaine. Qu'est-ce que je peux accomplir en 3 jours par semaine pour continuer à vivre de mon activité? Donc, c'est-à-dire plus de slashing, ce que je faisais beaucoup avant, avec plein de projets sur les annexes où j'avais le temps. Là, je me suis dit, bah non, il va falloir te concentrer sur une activité, la faire bien et puis pouvoir ne pas être trop stressée parce que je suis incapable de bosser le soir, la nuit, les week-ends. Vraiment, j'arrive pas. Impossible de me concentrer, c'est pas du tout mes heures. Et du coup, il vaut mieux que je sois bien concentrée la journée, faire ce que je peux faire pour... Ouais, c'est les 80-20 là qu'on dit tout le temps. Essayer de mettre le maximum de mon énergie sur des choses vraiment qui rapportent, où je sais que je suis bonne et qui me rapportent de la visibilité pour avoir des clients, et mettre toute mon énergie là-dessus pour pouvoir redémarrer mon activité de la meilleure des manières, quoi. Donc, gros chamboulement. Là, ça va mieux parce que ça fait 4 mois que j'ai repris. Mais je pense que les 2 premiers mois, je nageais. C'était de la brasse en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie et de mon activité pro que j'avais pas du tout anticipé. Et je sais que tu avais partagé sur les réseaux sociaux il me semble que c'était d'ailleurs grâce à un épisode de podcast Grossesse d'entrepreneuse que tu avais découvert qu'on pouvait prendre un congé parental à temps partiel en tant qu'indépendante. Est-ce que tu l'as fait finalement? Tu as fait une demande de congé parental à 80 ou 50%? J'ai fait la demande, mais Amélie met 6 mois à traiter les dossiers, donc j'ai pas relancé là-dessus encore, parce que j'ai fait la demande il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Du coup, va falloir. Mais j'ai vu sur Instagram pas mal d'entrepreneuses, artistes comme moi. Bah, après, il y a le statut micro-entrepreneur et le statut artiste-auteur. J'ai vu des gens qui se l'ont fait refuser. Toi, tu es artiste-auteur? Moi, je suis un micro-entrepreneur en majorité parce que la création de contenu, ça passe pas sur l'artiste-auteur. Et je suis artiste-auteur pour les projets d'illustration. Mais bon, le maximum de mon activité, c'est la création de contenu. Donc, je suis plutôt micro-entrepreneuse. Et j'ai vu des gens qui se l'étaient fait refuser parce qu'on ne peut pas quantifier les heures qu'on travaille, ce qui me semble un peu chelou. Mais bon, à voir. Il faut que je suive ce dossier-là. À suivre. Vraiment parce que donc moi j'accompagne principalement sur la stratégie d'entreprise, mais je collabore aussi avec une juriste. On a fait en fait une masterclass juridique où on explique
en long, en large et en travers comment tout ça fonctionne, à la fois pour le congé maternité, mais aussi pour toutes les autres aides, notamment après la naissance, qui existent, dont le congé parental. Et en fait, on peut tout à fait obtenir un congé parental à 50 ou à 80% en tant qu'entrepreneuse. Et si ça nous est refusé, il faut faire appel de cette décision parce que c'est dans la loi, en fait, c'est un droit. Donc c'est aussi pour ça que c'est hyper important de bien connaître ses droits. C'est pour ça que je collabore avec elle s'appelle Laurie Caudron. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Droits de parents pour celles que ça intéresse. Parce que voilà, parfois malheureusement, comme le droit des indépendants en lien avec la parentalité, ça a énormément évolué ces dernières années. Tous les fonctionnaires ne sont pas informés en temps voulu. Enfin, ça prend un petit temps pour que tout le monde soit au courant. Puis les administrations, en fait, même si elles sont nationales, elles sont gérées localement. Donc, comme tu nous disais, toi, dans ta localité, le délai de traitement des dossiers, c'est 6 mois. Il y a peut-être d'autres endroits où c'est complètement différent. Parfois, les démarches, varient un petit peu d'un endroit à l'autre, mais le droit, c'est un tronc commun entre tous les citoyens d'un pays qui cotisent et qui ont donc accès à des prestations sociales. Et c'est pas en fonction de la personne qu'on a en face de nous. C'est un droit. Donc parfois il faut le faire appliquer, faire des relances comme toi t'avais pu faire pour ta demande de congé maternité, et où dans tous les cas ça c'est moi je suis formelle sur le fait qu'on a ce droit-là. Et si quelqu'un nous dit bah oui mais comment tu justifies, il faut faire des déclarations sur l'honneur, s'il faut, comme on le fait en fait pour un congé maternité, on déclare sur l'honneur qu'on s'arrête de travailler pendant sa durée d'indemnisation. C'est exactement la même chose pour un congé parental, donc on n'a pas le droit de nous le refuser. Voilà, donc si jamais tu tombes toi aussi sur quelqu'un qui est pas au fait, parce que voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, j'ai plein de gens qui me contactent sur Instagram pour me dire ah, la dame de la CAF, elle m'a dit ça, ou la dame de Amélie, ils m'ont répondu que non, parfois faut se connaître soi-même en fait. C'est ça qui est un peu triste, mais quand on est indépendant, on n'est pas dans la majorité des cas, et du coup, comme on est soi-disant une exception, c'est quand même 25% des actifs en France qui sont indépendants. Mais c'est pas rien, et pourtant c'est à nous de connaître nos droits et de les faire appliquer. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc faut accepter, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. On accepte que le rythme ne sera plus jamais le même et tout d'un coup ça va mieux. Donc là c'est pareil, il faut accepter que c'est à nous d'abord de connaître nos droits pour ensuite les faire appliquer. Petite question qui m'était venue quand je t'écoutais par rapport à ce nouveau rythme. Est-ce que tu nous partageais aussi un peu antérieurement que dans le même temps, ton conjoint, lui, il est passé d'indépendant à salarié, dans l'entreprise pour laquelle il avait déjà pas mal travaillé. Du coup, est-ce que lui, il a pu, ou est-ce qu'il a voulu adapter un peu son rythme? Est-ce que vous avez revu aussi vos contributions à vos parts de loyer et de courses? Comment est-ce que vous avez réorganisé les choses financièrement, logistiquement dans ton couple? Ou est-ce que lui, il a continué à travailler comme avant? Vous avez continué à contribuer financièrement comme avant, et c'est que toi qui as adapté ton rythme? Lui, il est passé salarié, donc maintenant, effectivement, il a un salaire qui est bien fixe. Ça, c'est cool. Bon, c'était déjà plutôt fixe puisqu'il était à temps plein chez ce client-là, donc ça n'a pas trop changé sur le rythme. Nous, on a toujours fonctionné de manière pas égale, mais équitable. Donc, en fonction de ce que chacun gagne, on met ce qu'on peut, on se met d'accord, bien sûr, sur des sommes, dans les charges mensuelles. Donc là-dessus, on n'a jamais... il n'y a jamais eu de souci. On n'est pas du tout en 50-50, parce qu'il gagne beaucoup plus que moi. Surtout la plupart des mois, ça va dépendre. Mais en tout cas, sur ces dernières années où j'ai eu un congé, forcément, il gagnait plus que moi, donc il a mis plus que moi. Et moi, quand je peux, je mets plus aussi, quoi. Et donc là-dessus, on a toujours fonctionné comme ça, donc il n'y a pas eu de changement concret.
Donc ça, c'est le côté financier. Après, sur le temps, lui, il n'a pas adapté son activité dans le sens où il était déjà à moitié de la semaine en télétravail. Donc maintenant qu'il est en interne, c'est le même rythme. Donc il est la moitié de la semaine à la maison, l'autre moitié de la semaine, il va au boulot. Avant, on habitait sur Paris, il était plus proche de son boulot. Maintenant, on est parti beaucoup plus loin, en banlieue, vraiment en fin fond du 95. Donc il est loin de son boulot. Donc, la seule chose qu'on a adaptée, c'est que bébé ne fait pas encore ses nuits, forcément. Il se réveille encore 2 fois par nuit, au début beaucoup plus, et que du coup, les nuits, c'est moi qui gère, parce que lui, il fait beaucoup de transport, surtout il fait beaucoup de voitures toute la journée, et que du coup, il a besoin d'être quand même assez reposé pour pouvoir conduire et ne pas s'endormir au volant. Donc là-dessus, c'est moi qui me suis adaptée, dans le sens où je préfère... que lui soit bien reposé et ne pas avoir d'accident. Tant pis, moi je fais les nuits de bébé le lendemain, la veille où lui doit aller bosser sur place. Et tant pis, je fais une sieste aussi, il faut, dans la journée. Donc effectivement, ça mange sur mes heures de boulot. Si je suis vraiment fatiguée, il faut que je fasse une sieste. Ce qui est franchement pas le cas tous les jours, donc ça va. Mais après, sur le rythme et sur la part dans notre couple, franchement, j'ai toujours dit, il y en a un qui s'occupe du bébé et un qui s'occupe du reste. Donc, on se le passe, on fait relais sur les week-ends ou là, pendant les vacances. Il y en a où on fait des demi-journées ou des journées entières, où il y en a un qui s'occupe du bébé, l'autre il s'occupe du reste, de la maison, des courses, de faire à manger, de ce qu'il faut faire sur le moment T. Et pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit mal fait. Bon, en tout cas, le rythme, moi, me convient très bien. Et effectivement, si le principe aussi qu'il se fasse passer en salarié, c'était aussi pour avoir plus de congés. Dans le sens où si le bébé il est malade, il peut prendre un RTT, qu'il ait plus de vacances et qu'il puisse... il y a des congés enfants malades aussi. Pour les... Il connaissait pas ça, il a découvert, c'est génial. Les congés enfants malades, non mais franchement, quelle belle invention du salariat. C'est sûr, parce qu'au début on s'était dit, s'il est malade, c'est moi qui m'en occupe et du coup c'est mon boulot qui est affecté. Et en fait, quand il s'est fait passer salarié, qu'il a découvert ça, il a dit, en fait, même pas. Parce que si, à un moment, il est malade, moi, je me fais poser un congé enfant malade, et puis comme ça, je peux être aussi à la maison pour que tu puisses aussi bosser, et qu'on continue ce truc de relais, où on fait moitié-moitié sur la journée, et comme ça, chacun peut avancer, et c'est nickel. Donc ça, et il y a aussi mes parents, comme je disais, qui sont pas très loin, qui peuvent prendre le relais si vraiment il y a besoin. Pour l'instant, on n'a pas trop eu à utiliser cette carte Joker. mais rien que de savoir que c'est possible, ça soulage. Totalement. Donc franchement, ça c'est très très cool. Et du coup, sur le rythme avec le papa, ça se passe plutôt très bien. Super, top si vous avez trouvé votre équilibre. La dernière question que je voulais te poser pour conclure notre interview et ton retour d'expérience de maternité en tant qu'entrepreneuse, qu'est-ce que tu dirais que la maternité a changé pour ta vie professionnelle? Toi qui avais pour ambition que ça change le moins de choses possible, comme comme moi la première avant mon premier bébé, et comme beaucoup de femmes qui appréhendent cette phase-là. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé dans ta vie? À peu près tout, hein, comme tu dis. Forcément, j'ai adapté mon activité professionnelle pour qu'elle s'adapte à ma vie personnelle, chose qu'on répète énormément dans l'entrepreneuriat, de toute façon, qu'on ait des enfants ou non, c'est quand même avoir une vie pro qui soit au service de notre vie perso. Donc ça, c'est toujours un truc que j'ai bien écouté à la lettre, que j'ai toujours fait attention de mettre en place. Donc là, d'essayer j'ai eu le luxe, parce que je pense qu'aussi c'est un luxe, de prendre le temps de pouvoir me poser la question de ce que je voulais pour ces prochaines années, comment est-ce que je voulais voir ma vie professionnelle, est-ce que j'avais envie de toujours continuer à faire la même activité, chose qui m'a un peu travaillée, mais qu'au final j'ai accepté de me dire que non, j'avais plus envie de faire en tant que professionnelle du graphisme ou de l'illustration, mais plutôt de faire 100% de la création de contenu, donc en remettant l'illustration comme passe-temps et puis comme activité professionnelle à temps plein.
Donc ça a été des décisions qu'il a fallu que je prenne, dans le sens où, comme je te disais, je peux pas tout faire. Avant, je pouvais avoir plusieurs activités et faire du slashing. Maintenant, je peux pas. Donc, je préfère en choisir qu'une qui vraiment me fait plaisir et à faire au quotidien, que ce soit pas une corvée, parce que j'ai la chance de pouvoir choisir mon activité, donc je vais le faire. Et on verra, peut-être que plus tard, je reviendrai sur plusieurs activités, quand il sera plus grand et qu'il ira à l'école, que j'aurai plus de temps. Là, j'aurai le loisir de rajouter une autre activité, mais pour le moment, la priorité, c'est d'en faire qu'une et de la faire bien. De faire en sorte de réussir à bosser sur 3 jours et quelques dans la semaine. Donc ça va être le défi de cette année, je pense. Et de pouvoir retrouver le CA que je faisais avant, tout en faisant le moins d'heures. Donc je commence à voir un peu ce que je peux faire. J'ai déjà mis quelques trucs en place avec des petits tests, surtout sur les réseaux sociaux. Moins mais mieux. Donc ça, j'espère que ça va apporter ses fruits. Et effectivement, accepter que j'ai envie de parler de maternité aussi dans mon contenu. Effectivement, c'est un truc qui est omniprésent, ça fait partie de mon quotidien et que du coup, de bouger un peu ma ligne édito pour faire rentrer ce sujet-là, je vais le faire. J'ai déjà commencé à le faire et suivra qui veut suivre. De toute façon, sur les réseaux, on s'abonne, on se désabonne, ça va tellement vite que effectivement, je vois que je perds du monde, mais je vois que j'en gagne encore plus. Donc, au final, c'est un changement qui est, pour moi, important et surtout important pour pas que je me prenne la tête à me dire il faut absolument que je fasse le même contenu qu'avant et surtout si ça me fait plus envie. Et au final, les gens, j'ai réussi à mettre un truc en place sur les réseaux sociaux, le fait que les gens me suivent pour moi, plus que pour ce que je montre depuis ces 5 dernières années que je suis sur les réseaux sociaux et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et du coup, je vais pouvoir faire entrer tous ces nouveaux sujets et pouvoir potentiellement intégrer ma petite famille à mes contenus et à mes collabs. Ça, c'est vraiment mon objectif sur ces prochains mois, prochaines années, c'est de pouvoir avoir des collabs qui incluent et mon conjoint et mon bébé, même si on voit pas forcément leur visage, mais de savoir qu'ils sont là et du coup d'avoir ce côté aussi famille qui peut être trop cool en plus à vendre en prestation. Même en voyage, tu vois, potentiellement d'aller dans des endroits en France, aller reprendre des transports. La SNCF, j'ai déjà collaboré plusieurs fois avec eux. Ce serait trop cool de pouvoir vendre ce côté-là et de pouvoir, du coup, avoir cette activité, entre guillemets, de rêve, en tout cas de mes rêves. Et du coup, d'aller tranquillement vers ça. Et effectivement, donc, reprise totalement à zéro d'une nouvelle activité, mais je pense qu'il est bien cool à construire et en tout cas qui motive bien. Génial. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. Et puis, on te retrouve pour un bonus où justement, tu vas pouvoir nous partager des conseils en tant que créatrice du contenu sur le fait de partager ou pas sa grossesse sur les réseaux sociaux quand on est entrepreneuse. Voilà, ça c'était pour la petite teaser pour celles qui veulent nous retrouver dans la partie bonus. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. Merci à toi de m'avoir interviewée. C'était très cool de pouvoir partager sur tous ces sujets-là.